Ben, c'était horrible. C'était une période horrible. On vivait dans la peur, on vivait avec des valises prêtes. On n'avait que de mauvaises nouvelles, d'amis qui étaient déportés, des gens qui disparaissaient. C'était horrible. Et en Suisse, naturellement, les gens étaient gentils, mais ils ne comprenaient pas vraiment. Il y a une femme qui m'a dit « C'est pas vrai qu'on déporte les gens. » Je dis « Alors dites-moi, où sont mes parents? Vous croyez qu'ils sont partis, laissant 3 enfants comme ça seuls? » Il y a des gens qui ne voulaient pas comprendre. Je ne pense pas à moi. Je pense surtout aux gens qui ont été refoulés. C'est quelque chose de très émouvant pour moi encore aujourd'hui. Et j'ai de la peine à imaginer cette cruauté. Si je n'avais pas passé en Suisse, je ne serais pas là aujourd'hui. Une chance énorme. Quand les enfants me posent les questions, et comment se fait-il, comment avez-vous survécu, je leur dis toujours, simplement la chance. Moi, j'ai eu la chance qu'on m'ait envoyé en Suisse. Et je suis là. I hated the Swiss. I love Switzerland, but I hated the Swiss. Not the Swiss in Zurich, but the Swiss, the French-speaking Swiss, because they sent me back. If it wouldn't be for them, I would not go through Auschwitz. Because of Auschwitz, I am suffering today. By working in the coal mine, I also think because my back is suffering. And at this age, you can never forget what happened. Every day you think about Auschwitz, you think about Warembe, you think about the gendarme, you think about the Swiss soldier. It's all going through your mind every night, a different episode, like you're reading a different book. And at the end, then it starts all over again. And this is going on for a long, long time. Pour mieux comprendre la politique de la Suisse à l'égard des réfugiés durant la Seconde Guerre mondiale, il faut se rendre dans les archives genevoises, qui, contrairement à d'autres cantons, ont gardé les dossiers des quelques 24 000 personnes qui se présentèrent à la frontière entre 1942 et 1944 et qui constituent une photographie unique de ces années sombres. Ces dossiers racontent l'histoire de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui tentèrent de trouver refuge en Suisse et dont le destin parfois tragique est enfoui dans des papiers jaunis qui disent la peur et l'espoir. Der Übergang über die Somme ist erzwungen. Die in der Weigandlinie gefangenen Franzosen werden nach hinten abtransportiert. Immer dichter werden ihre Kolonnen. Auf dem Eiffelturm wird die Reichskriegsflagge gehisst.
L'effondrement de l'armée française crée une profonde inquiétude dans une Suisse qui craint d'être envahie. L'armistice de juin 40 suscite un premier afflux de réfugiés civils et de militaires qui, pour la plupart, seront rapidement rapatriés. La Suisse se barricade. Berne ordonne la fermeture partielle de la frontière, renforce les contrôles et limite le passage, à quelques routes, à certaines heures. La division de police est chargée de l'application de la politique d'asile. Le Conseil fédéral impose le visa pour entrer en Suisse, ordonne l'expulsion de toute personne arrivée de manière illégale et précise qui peut être accueilli ou refoulé, renforçant ainsi les mesures prises avant la guerre. Les premières mesures prises contre les réfugiés juifs allemands en 1933 marquent très clairement l'intention du Conseil fédéral de ne pas considérer la persécution raciale comme étant un motif d'asile politique. Cette idée a inspiré les autorités fédérales dans les mesures qu'elles ont prises et qui s'explique ces mesures en grande partie par, d'une part, la crise économique des années 30, d'autre part par l'anticommunisme et finalement par cette xénophobie qui court à travers toute l'histoire de la Suisse de l'entre-deux-guerres et qui inspire notamment ce qu'on appelait l'Überfremdung, c'est-à-dire la crainte de la surpopulation étrangère, cette espèce de réaction de peur de nombreux Suisses devant les événements extérieurs et devant l'afflux de la population étrangère en Suisse à cette époque. Alors que les mots restent les mêmes, la tradition d'accueil de la Suisse, que l'on avait vu se manifester notamment au XIXe siècle, cette tradition va céder la place de plus en plus à l'idée que la Suisse n'est qu'un transit, car trop petit pays ne peut pas accueillir tous les réfugiés qui se presseraient, ou tous les étrangers qui se presseraient à ses frontières. Par conséquent, il s'agit de les faire traverser le plus vite possible le territoire suisse pour qu'ils reprennent leur voyage par la suite. Et je crois que c'est cette perspective-là qui fait mieux comprendre l'un des épisodes les plus sinistres de toute la politique des réfugiés, c'est-à-dire la position du J dans les passeports des Juifs allemands, mesure qui a été prise à la demande des autorités suisses et qui aujourd'hui, avec le recul, apparaît bien comme étant pire qu'un crime, une faute, car on aurait effectivement pu trouver d'autres moyens pour essayer de réguler le flot des réfugiés allemands qui se pressaient à notre frontière en 1938. Tous les instruments juridiques et administratifs qui vont servir ensuite aux autorités suisses pour mener cette politique de fermeture de la frontière se mettent en place progressivement entre 38, 39, 40 et vont ensuite s'épanouir avec la crise de 1942. Si jusqu'en 1942, peu de réfugiés se présentent à la frontière genevoise, la situation des Juifs vivant en France devient de plus en plus difficile. Des arrestations sont opérées et le gouvernement de Vichy prend des mesures anti-juives. Le gouvernement, dans son œuvre de reconstruction nationale, a dû, dès le premier jour, étudier le problème des Juifs et celui de certains étrangers qui, ayant abusé de notre hospitalité, n'ont pas peu contribué à notre défaite. Journal de Genève, 19 octobre 1940. À Paris vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France ». Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité ce remarquable ensemble où les documents, les photographies réalisent une démonstration flagrante du péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Statistiques, graphiques, tableaux hallucinants se succèdent. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de ses traditions d'hospitalité, s'était enjuivée surtout depuis 1936. Moi, j'ai commencé à avoir peur dans les années 30, quand j'étais toute petite, parce qu'il y avait des réfugiés allemands qui venaient chez nous, que mon père invitait à Vienne. Et j'ai entendu ces histoires. Et j'ai vécu tout ça depuis, disons, 36-37. Et surtout en 38, à partir de 38. Et en 38, j'avais 10 ans. Et pour vous dire vrai, j'avais peur tout le temps.
depuis une dizaine d'années déjà, j'étais toujours en état une valise prête à la main. Quand je suis parti d'Allemagne, quand je suis parti d'Italie, quand je suis parti de Paris, quand je suis parti de Nice, etc. Finalement, la situation est devenue, la fuite est devenue une situation normale. Le port de l'étoile jaune devient obligatoire, ainsi que l'indication « juif » sur les cartes d'identité. La rafle du Veldiv par les autorités françaises en juillet 1942, puis celle menée en zone libre un mois plus tard, entraîne de nombreuses arrestations. Mes bien chers frères, des scènes douloureuses et parfois horribles se déroulent en France sans que la France soit responsable. À Paris, par des dizaines de milliers, des Juifs ont été traités avec la plus barbare sauvagerie. Et voici que dans nos régions, on assiste à un spectacle navrant. Des familles sont disloquées, des hommes et des femmes sont traités comme un vil troupeau et envoyés vers une destination inconnue avec la perspective des plus graves dangers. Pierre-Marie, évêque de Montauban. Journal de Genève, 14 septembre 1942. Les Juifs arrêtés sont internés dans des camps comme ceux de Gurs et de Rivesaltes, qui accueillent également des enfants dont les parents ont disparu. La fuite en Suisse apparaît comme la dernière chance d'échapper à la déportation. Principal lieu de passage entre la Suisse et la zone libre, Genève devient une porte d'entrée pour ceux qui fuient les persécutions. La ligne de démarcation qui coupe la France en deux, aboutissant au bout du canton, Genève va connaître 3 régimes frontaliers différents pendant la guerre. Jusqu'en novembre 1942, le département de l'Ain est en zone occupée, alors que la Haute-Savoie se trouve en zone libre sous le contrôle des autorités de Vichy, douaniers et gendarmes français faisant face aux soldats et gardes-frontières suisses. Puis, la Haute-Savoie passe sous contrôle italien et 10 mois plus tard, sous celui des Allemands. Les Italiens font preuve de souplesse dans la surveillance de la frontière, appliquant même une politique plus tolérante que Vichy à l'égard des Juifs. Tout autre est l'attitude des Allemands lorsqu'ils arrivent en Haute-Savoie en septembre 1943. Leurs nombreuses patrouilles rendent plus difficiles les tentatives de passage. La Suisse se hérisse de barbelés, renforcés par ceux que posent les Italiens et les Allemands, transformant les maisons qui bordent la frontière en lieux de passage et d'espoir. Nous avons eu des barbelés suisses dans le jardin, le long des buis, avec un système très élaboré de portail avec cadenas, clés, etc., qui étaient en main des gardes frontières. Et avec un peu de temps et d'habileté, moi j'étais jeune, je pouvais me glisser entre les barbelés. Donc je n'avais pas toujours besoin de faire appel à eux si je voulais aller dans le no man's land. Et puis où étaient les barbelés français? Alors ils étaient au pied du mur, parce que la route n'est pas très large et qu'elle continuait à être ouverte à la circulation. Jusqu'au moment où là, il y a le virage où la route est très étroite et il n'y avait pas de place pour les barbelés français. Donc c'était un endroit où il n'y avait que le mur et les barbelés suisses en retrait du mur. Donc il y avait une zone neutre en quelque sorte. Il y avait 2 grands peupliers qui servaient de point de repère. On m'a même dit que l'endroit était connu jusqu'à Marseille. C'était facile à repérer depuis les bois en face, où les gens qui envisageaient de passer la frontière pouvaient se cacher. Et à l'heure convenue, ils descendaient dans le vallon, remontaient de ce côté, soit par le petit chemin mucinal qui est là, soit par le champ, et arrivaient au pied du mur, là où il n'y avait pas de barbelés. Le mur était en mauvais état, ils pouvaient grimper sans trop de peine, et ils arrivaient dans ce no man's land suisse. J'ai vu de mes yeux
des personnes qui étaient prises entre le mur et les barbelés et qui attendaient qu'on vienne les libérer. Évidemment, ils étaient en sécurité dans la mesure où ils étaient protégés par le mur et sur territoire suisse. Ce que nos gardiens de la frontière en faisaient quand ils les emmenaient ensuite au poste, ça c'est une question que je n'ai pas toujours pu élucider. La frontière genevoise demeure relativement perméable jusqu'à l'automne 1942. Le train Genève-Annemasse continue de fonctionner et les échanges commerciaux, même limités, ne sont pas interrompus. Les agriculteurs suisses ayant des champs de l'autre côté de la frontière sont autorisés à s'y rendre, alors que les paysans français continuent de livrer leur lait à Genève. En raison de cette situation géographique particulière, 42% des Juifs qui sont accueillis en Suisse pendant la guerre passent par Genève. D'autre part, la ville demeure pendant toute la guerre un lieu privilégié de rendez-vous en raison, notamment, de la présence de nombreuses organisations humanitaires internationales. Mais, sur la route de la frontière, les obstacles sont nombreux. Alors âgé de 10 ans, Georges Weil fait partie d'un convoi organisé par l'OSE, l'une de ces organisations d'entraide, qui réussira à faire entrer en Suisse de nombreux enfants. Nos parents se sont rendus compte que le danger devenait de plus en plus pressant et il a été décidé de nous faire passer en Suisse. On nous a emmenés à Lyon, où nous avons entendu la formation d'un convoi pendant une quinzaine de jours. Le jour où le convoi devait se former, on nous a mis dans le train et emmenés jusqu'à Annemasse, où nous avons rejoint dans un hôtel-restaurant le reste du convoi pour attendre la nuit. Mais auparavant, on nous avait donné un certain nombre de consignes. On nous avait cousu les vrais papiers d'identité dans la doublure de nos vestes, avec ordre de ne les ouvrir que lorsque nous serions en sécurité en Suisse et que tout danger serait écarté, puisque, comme la plupart tous les Juifs de France, nous avions une fausse identité. Nous avions pris le nom de Weiss, qui est beaucoup plus alsacien et beaucoup moins juif que le nom de Weil. On nous avait également expliqué comment passer les barbelés, qui serait composé de 3 rangées de chevaux de frise et d'un mur de barbelés qu'il suffirait d'écarter suffisamment pour passer au travers. On nous avait conseillé, en outre, d'utiliser nos capes d'écoliers, de l'étendre sur les chevaux de frise pour éviter de nous blesser, ce qui n'a pas toujours été facile à faire, puisque mon cousin était blessé. On nous a dit également de nous écarter lorsqu'il fallait faire pipi pour éviter que quelqu'un reconnaisse que nous soyons des enfants juifs. On nous a fourni des faux papiers parce que nos papiers étaient estampillés avec le mot juif dessus. Alors nous avions des fausses cartes d'identité, il fallait mémoriser le nom, les dates de naissance, enfin tout ce qui était sur ces faux papiers. Et ça, c'était déjà un stress assez important. Et ensuite, l'itinéraire était très angoissant parce qu'on était à la merci d'un contrôle qui a d'ailleurs eu lieu dans la partie du voyage entre Annecy et Collonges-sous-Salève, où nous étions dans un bus, où nous avons été contrôlés. Et par miracle, nous étions au fond du bus, et par miracle, le contrôle s'est arrêté
2 places devant nous, la police est redescendue et nous n'avons pas été nous-mêmes contrôlés, ce qui nous a quand même pas mal soulagés. Mais bon, c'était une très grosse tension de voyager avec des faux papiers, puis en tant que juif, de se déplacer en France durant cette période. Chargée du contrôle de la frontière avec le corps des douanes, l'armée joue un rôle essentiel dans l'application de la politique d'asile. Au nom de la défense nationale, du maintien de l'ordre et de la crainte d'espions étrangers, le général Guisan émet une directive dont l'esprit très restrictif s'explique par son attitude conservatrice et l'idéologie xénophobe de l'époque. Un grand nombre d'émigrants juifs, à qui le droit d'asile a été accordé, s'est transformé en une source de danger non négligeable. Sur la base des expériences en Scandinavie, en Angleterre et en Hollande, cette catégorie d'étrangers ne peut être négligée. La pitié et l'indulgence n'ont plus leur place dans la situation actuelle de la Suisse. Seule la rigueur est indispensable. Général Henri Guisan, 4 mai 1940. « 4 août 1942. Craignant un afflux massif de réfugiés, le Conseil fédéral décide la fermeture de la frontière. De nouvelles directives déterminent qui doit être refoulé ou accueilli. Ceux qui ont pris la fuite en raison de leur race, les Juifs notamment, ne sont pas considérés comme des réfugiés politiques. Être en danger de mort n'est plus une condition pour être accueilli en Suisse. Heinrich Rothmund, le chef de la division de police, joue en cet été 42 un rôle déterminant dans la définition de la politique d'asile, approuvée en cela par le conseiller fédéral von Steig. Ces mesures rigoureuses suscitent de vives réactions. Le cas des réfugiés soulève une grande émotion en Suisse alémanique. La Ligue des droits de l'homme et le comité d'entraide aux réfugiés israélites ayant fait des démarches auprès du département fédéral de justice et police, la presse socialiste, radicale socialiste et libérale leur emboîte le pas pour réclamer qu'une plus large entrée soit accordée aux fugitifs. Journal La Suisse, 22 août 1942. En septembre, lors d'un débat au Parlement, des députés critiquent le Conseil fédéral. Les partis de gauche, des associations d'entraide, des églises expriment leur inquiétude, contraignant Rothmund à assouplir sa politique. Le Conseil de la Fédération des Églises protestantes de la Suisse considère comme relevant de la mission humanitaire de la Suisse de ne pas repousser hors de nos frontières des émigrants dont la vie est sérieusement menacée. Journal La Suisse, 27 août 1942. En dépit des mesures prises, de plus en plus nombreux sont ceux qui tentent d'entrer en Suisse. Juifs menacés de déportation, jeunes Français fuyant le service du travail obligatoire, venant seuls ou en groupe, avec ou sans passeurs, ils sont des milliers à tenter de franchir la frontière. Dans la seule nuit du 21 septembre 1942, 90 réfugiés arrivent à Genève.
Jean Kleinman est l'un de ceux qui tentent leur chance en octobre 1942, au moment où la pratique de la politique d'asile se durcit une nouvelle fois. En juillet 1942, nous étions au Mont d'Or, en France, et nous étions avertis probablement par la gendarmerie que des rafles auraient lieu le lendemain. Alors, mais nous sommes partis très rapidement par le train jusqu'à Lyon. Nous avons passé un certain temps, dont je ne me souviens pas exactement le délai, et ensuite à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains aussi, nous sommes restés à peu près une semaine ou deux, et là, ma mère a trouvé un passeur. Alors, ce passeur, je m'en souviens très bien, c'est un livreur de journaux, et dans une toute petite voiture, genre pot de yaourt, et j'étais au fond de la voiture et entassé au-dessus de moi, il y avait des journaux, une pile de journaux, et il m'a amené à Saint-Julien-en-Genevois, dans une ferme, où je devais rencontrer d'autres personnes. Mais ces personnes n'étaient pas arrivées. Et il est caché dans un poulailler pendant 2 jours et 2 nuits. Ensuite, le groupe est arrivé. Et une nuit, nous sommes partis à travers champs, avant de traverser une ligne de chemin de fer à voie unique, et ensuite nous sommes rentrés dans une forêt très très dense. Avant d'arriver à cette forêt, le passeur nous a dit « La Suisse est devant vous. Vous traversez une rivière, et de l'autre côté, c'est la Suisse. » Et là, il nous a laissé partir. Et je me souviens avoir eu très peur dans la forêt, parce que c'est effrayant. C'était une nuit de pleine lune, faisait probablement froid, et je me dis, est-ce que c'est en Suisse ou on n'est pas en Suisse? Et tout à coup, j'ai vu 2 choses qui m'ont indiqué qu'on était effectivement en Suisse. Premièrement, j'ai vu une boîte aux lettres jaune. Or, en France, les boîtes aux lettres étaient bleues. Il dit, ça y est, on est en Suisse. Et ensuite, j'ai vu une lumière. Et en France, il y avait le blackout. Et on a marché. Et là, je crois que j'ai eu la peur de ma vie. Parce que tout d'un coup, je me suis cru entouré par des soldats allemands. Je me suis rendu compte que par la suite, que c'était des soldats suisses, parce qu'ils étaient à peu près habillés de la même façon. Les soldats nous ont arrêtés, et ils nous ont emmenés dans une, comment dirais-je, dans une gendarmerie, ou je ne sais pas comment on dit. Ici, au village de Soral. Au village de Soral, là-bas, oui, c'est là. En raison de son âge, Jean Kleinman est admis, alors que les autres membres de son groupe sont refoulés. Ce jour-là, selon les archives genevoises, 35 refoulements ont eu lieu dans cette région. Les tentatives individuelles de franchir la frontière étant souvent vouées à l'échec, des filières sont mises en place. Elles assurent la prise en charge des candidats au refuge, la mise à disposition de faux papiers et surtout l'assistance de passeurs connaissant bien la frontière et les horaires des patrouilles. Certains arrivaient du sud-ouest, d'autres arrivaient de moins loin ou de plus loin, ça dépendait, de Paris et d'ailleurs. Mais tous avaient la peur au ventre, enfin, ils étaient tous très inquiets. Les enfants leur disaient de se taire. On voyait arriver 15 gamins, on les voyait, on les entendait pas. C'est impressionnant. 15 enfants qui ne parlent pas, qui ne disent pas un mot, qui sont là, qui vous regardent comme ça, avec l'air terrorisé. Alors on essayait de les réconforter un peu, de leur donner quelque chose qui leur fasse plaisir, mais il n'y avait pas grand-chose à faire pour enlever leur inquiétude. Vous savez, ils étaient dans un état, c'était terrible à voir, hein. Enfants ou grandes personnes, ils étaient tous éreintés. Ils étaient tous fatigués, ils parlaient très peu. Ils étaient dans un état de peur, d'inquiétude et d'accablement qui m'impressionne encore quand j'y repense. Membre de la jeunesse agricole chrétienne, habitant une maison jouxtant la cure de Douvaine, Marie-Louise Lefebvre est l'un des maillons d'une filière mise en place par le curé Roset. Plusieurs prêtres de la région organisent le passage des fugitifs en liaison avec des prêtres et des pasteurs genevois, non sans risque d'ailleurs.
L'abbé Roset est déporté et le père Favre fusillé en juillet 1944. Quand l'abbé me le demandait, j'ai emmené les personnes à la cure de Végime, chez le curé. On allait en vélo sur la route. Il y a eu énormément de monde qui ont passé dans cette cure. Moi, je dirais entre 1000 et 2000. Mais comme à la cure de Collonges, comme au Juvénat de Villagrand, c'était vraiment des lieux de passage. On s'y arrêtait en attendant d'aller plus loin. Une autre filière, celle du curé Jolivet de Collonges-sous-Salève, fait appel au service de Jeanne et Arthur Lavergnat, dont la ferme située en Suisse se trouve dans le No Man's Land, le long de la route qui fait frontière. De nombreux réfugiés passeront par cette ferme, qu'utilise aussi le service suisse de renseignement. Il y en avait qui venaient de partout. Tout d'abord, c'est monsieur le curé Jolivet à Collonges qui nous a contactés pour du service de renseignement et puis après pour faire passer les gens. Et il avait des contacts avec la cure de Troisnay, avec beaucoup d'organisations. Et les gens venaient, puis après ça se savait. Les gens, il y avait des filières et les gens venaient d'eux-mêmes souvent. On allait vite les aider. Et les gens qui les amenaient filaient vite, ils ne restaient pas. Il fallait faire très vite. Autant que possible, on évitait que les douaniers suisses ou les soldats suisses les interpellent parce qu'ils les emmenaient dans des camps. Le collège adventiste de Collonges-sous-Salève héberge également des fugitifs. Plus de 800 juifs et des aviateurs alliés s'y cachent avant de tenter d'entrer en Suisse. Roger Fasnacht, un jeune Suisse qui travaillait dans ce collège, leur a parfois servi de passeur. Je me rendais donc à Annecy et je prenais donc ces gens en possession pour passer la frontière. On s'arrêtait au Chable, qui était à environ 3-4 kilomètres d'ici, et puis depuis là, on les ramenait dans l'institution. Une fois qu'ils étaient ici, on traversait les champs, parfois même les voies, et on les amenait donc sur la frontière proprement dite. D'ailleurs, vous voyez, dans le fond, vous apercevez une tour d'eau. La frontière fait ce passage d'arbres que vous voyez légèrement sur la gauche. Tout le long de la route, il y avait les barbelés allemands, les barbelés suisses. Il y avait donc un no man's land d'à peu près une vingtaine de mètres. Mais à cet endroit où il y a donc le pont, où il y a ce petit torrent qui passe sous le pont, tout était libre, il n'y avait pas d'obstacle autre que celui de l'eau. Ils traversaient donc le torrent, et puis je leur disais, vous allez maintenant longer la haie, et puis vous allez vous enfiler dans les vignes, et puis tirer toujours bien sur la droite, parce qu'en tirant sur la droite, vous arrivez donc à Croix-de-Rozon. Et là, vous êtes pris en charge. C'est dans cette même région que passe Marianne Schwartz avec son frère et sa sœur, quelques semaines après l'arrestation et la déportation de leurs parents. À Annemasse, on a pris l'autocar jusqu'à Collonges. Et alors, à Collonges, on est allé chez un prêtre. Et le prêtre nous a envoyés chez sa sœur à Archamps. Puis la sœur nous a amenés chez son frère qui avait un café près de la frontière avec un ruisseau dans son jardin. Et ce ruisseau allait sous 2 ponts, sous 2 routes, donc il y avait 2 ponts. Et le deuxième pont avait des fils barbelés qui descendaient et qui, lui, avait coupé. Et personne ne le savait. Alors il nous avait dit, vous allez dans le petit ruisseau, vous allez sous le premier pont, vous arrivez au second, vous soulevez les fils barbelés, vous passez, et il a ouvert la porte d'un jardin d'une maison suisse. Et il m'a dit, il ne faut pas oublier de refermer la porte pour qu'ils ne sachent pas qu'on peut passer.
nous avait dit, vous remontez les vignobles. Je ne savais pas ce que c'était qu'un vignoble, on habitait à Paris. Mais je savais que les vignobles, d'habitude, avaient des bâtons et que c'était une colline très souvent. Et on voyait rien du tout. Il était 6 heures du soir, il y avait beaucoup de brume, on ne voyait rien du brouillard. Mais on avait froid parce qu'on était tout mouillé. Hein. Moi, j'étais encore tombée dans un trou. En décembre, on ne pouvait pas tenir là. Alors, on a essayé un peu à droite, un peu à gauche, etc. On a trouvé la colline. On est remonté en courant. Et puis, il y avait un type qui a dit « garde-frontière suisse ». « Arrêtez, garde-frontière suisse ». J'ai commencé à parler. Il ne savait pas un mot de français. Tout ce qu'il savait, c'était « garde-frontière suisse ». Il leur avait appris à dire « garde-frontière suisse » en français. Mais c'était tout ce qu'ils savaient. Schweizerische Landessenderbüro Münster, Studio Zürich. Wir schalten zum Spätnachrichtendienst. Die Nachrichten der Schweizerischen Depeschenagentur in Bern. Gute Nacht, Herr Oberleutnant. Meldungen aus dem Inland. Die Vereinigte Bundesversammlung hat in ihrer heutigen Sitzung die Begnadigung-Gesuche En novembre 1942, l'occupation de la zone libre par les Allemands augmente l'afflux des réfugiés. Des réfugiés, nous en vîmes arriver des milliers. Fallait-il les recevoir tous? Les instructions de Berne changèrent souvent et étaient peu claires. C'est le chef du service de police territoriale qui devait en décider, le plus souvent au milieu de la nuit, sur rapport téléphonique d'un garde-frontière ou gendarme. Il lui incombait donc de dire oui ou non, c'est-à-dire d'accepter ou de faire refouler le réfugié en se basant sur les instructions sibyllines de Berne. À plusieurs reprises, j'ai reçu jusqu'à 40 appels par nuit et je devais être le lendemain matin de bonne heure à la promenade du Pin pour organiser le triage et évacuer les nouveaux venus. Arthur Guillermet, chef du service de police territoriale. Nous avancions jusqu'au barbelé, mais nous n'étions pas sûrs. Peut-être il n'y avait pas de barbelé à la frontière. Nous avons passé déjà la frontière et ce barbelé, c'est quelque chose d'autre. Nous ne savions pas. Alors de l'autre côté du barbelé arrivait un homme, je crois un bûcheron, et nous lui crions « Dites-nous, où est la Suisse ?» Alors tout d'abord, il nous a fait le signe de nous taire, de ne pas faire du bruit. Et après, il nous faisait un signe que lui, il est en Suisse. Et il disparaissait. Il, je suppose, savait que des Allemands gardent la frontière. Et après qu'il faisait le signe que lui, il est en Suisse, nous commencions à grimper sur ce barbelé à l'aide de... Il y avait des morceaux de bois où le barbelé était lié. Alors sur ces morceaux de bois, nous passions la frontière. De l'autre côté, nous avons tout d'abord couru quelques centaines de mètres, et puis nous nous sommes arrêtés, parce que nous n'avions pas pensé plus loin, quoi faire une fois en Suisse. Alors nous avons décidé, nous allons marcher ensemble, chantant à haute voix, et attendant que quelqu'un va venir nous arrêter.
il y avait beaucoup de neige. On n'était pas habillés convenablement. On a cherché les barbelés. On a trouvé des barbelés. Il fallait les soulever, c'est ça. C'était très dur. On n'avait pas de gants, on n'avait rien. Mais enfin, on a passé dessous dans la neige. Et ensuite, il y en avait encore des barbelés. Et on ne savait plus si c'était encore en France ou en Suisse. Alors, évidemment, il y avait beaucoup de tension. Mais enfin, on a marché un peu, on ne savait pas dans quelle direction, nous n'étions pas sûrs où nous étions. On a trouvé une maison et la porte était ouverte. Et nous y sommes entrés. C'était donc au milieu de la nuit, n'est-ce pas? Et on faisait beaucoup de bruit exprès pour que les gens qui y habitent ne croient pas que nous sommes des voleurs, c'est ça. On voulait simplement voir s'il y avait une indication qui peut nous indiquer où nous sommes. Et nous avions de la chance. On était dans une cuisine et au mur, on a vu un calendrier. Et c'était une réclame pour quelques magasins et c'était Jussy. Alors évidemment, nous étions très heureuses de savoir que nous étions en Suisse. La bonne femme qui habitait là, elle est descendue, elle nous a engueulés. Enfin, c'était tout naturel, n'est-ce pas? Mais fichez-nous le camp et allez-vous-en et vite, vite, vite. Elle avait peur, n'est-ce pas? Parce que si elle avait été, si on l'avait attrapée, que nous étions dans sa maison, on l'aurait peut-être puni, n'est-ce pas? Alors nous nous sommes enfuis très rapidement. On a continué à marcher. On ne savait pas trop dans quelle direction, mais ça nous était égal à ce point-là. Nous étions en Suisse. Mais après quelque temps, un gendarme venait, un garde suisse, et nous avions de nouveau beaucoup de chance. C'était un jeune homme qui était très gentil avec nous, vraiment. C'était un être humain. Il a vu, enfin, nous étions trempés et gelés, et on a trembloté, et enfin, nous n'étions pas en très bonnes conditions. Alors, au lieu de tout de suite téléphoner au poste ce qu'il devait faire, il nous a amenés chez lui et il a demandé à sa femme de nous donner de la soupe chaude. Et je n'oublierai pas ça. Et ensuite, évidemment, il a dû téléphoner au poste de police pour annoncer notre arrivée et pour prendre des instructions, ce qu'il fallait faire avec nous. Alors, il nous a amenés en camion au poste de police. Craignant une arrestation, les parents de Pierre Meyer décident de le faire passer en Suisse avec un groupe de 14 personnes. Des passeurs les prennent en charge à Annemasse. Nous sommes partis à la nuit tombante, ou je ne sais pas, dans la campagne, quittant Annemasse, à pied. J'avais une petite sacoche en main et nos bagages étaient portés par les passeurs. Et en pleine campagne, il était peut-être 20 heures, il faisait noir, nous avons été interceptés par 2 Allemands. À ce moment-là, le groupe s'est disloqué, à savoir que moi, j'ai quitté le groupe. J'ai laissé tous les autres. Mais au moment de quitter le groupe, j'ai eu une image qui m'a poursuivi pendant... Oui. Qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là? Excusez-moi. J'ai vu un jeune couple qui portait un petit gamin sur les épaules. Ce gamin, d'après ce que j'ai cru comprendre, était un gosse de 3 ans et demi, qui avait été recueilli par ce jeune couple
Et c'était un enfant qui n'avait peut-être plus de parents et qui leur servait d'enfant pour pouvoir être accueillis en Suisse sans un risque d'être refoulés. Et au moment où nous étions interceptés, les parents, le papa, a déposé le gamin au sol. Et les parents sont partis. Les faux parents, disons. Les faux parents sont partis. Et ce gosse était là au sol, il pleurait. De ce groupe a été arrêté le couple Jacob. Et de ce groupe a été arrêté le petit gosse aussi. Mais je sais, depuis quelques années, je sais qu'il est sain et sauf et qu'il vit bien sa vie, puisqu'ensuite il a été recueilli par des parents adoptifs suite à l'intervention du maire d'Annemasse. J'ai continué dans la direction que nous avions prise et je suis arrivé au bord d'une route et dans la nuit noire, cette route était très blanche. Le macadam était très blanc. C'est une image que je garde. Et de l'autre côté de la route, il y avait de très grands barbelés. Je suis passé en dessous d'un premier barbelé. Il y en avait deux. J'étais donc dans ce qu'on appelle le no man's land. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'étais là. Et je déambulais dans ce corridor. Jusqu'à un certain moment, j'ai dû m'endormir, peut-être. Toujours avec ma petite sacoche d'écolier. Et j'ai repris ma promenade, pour ainsi dire. Et à un moment donné, j'ai entendu « Halte là! Qu'est-ce que vous faites là? Oh les mains! Où je tire ?» Alors moi, j'étais un petit gamin, j'ai levé mes pattes. Et j'avais j'attendais. C'était un garde-frontière suisse. Je lui ai dit, je veux aller en Suisse. Il m'a dit, viens. Et il était sympa, parce qu'il m'a aidé à passer par-dessus les barbelés côté suisse. Il m'a aidé à franchir la frontière. Le cas de ces faux parents dont parle Pierre Meyer n'est pas unique. Les familles ayant un enfant de moins de 6 ans pouvant être accueillies, de fausses familles se constituent pour accroître leurs chances ou, simplement, sauver des enfants dont les parents ont été arrêtés. Au fur et à mesure qu'augmente le nombre des réfugiés, le Conseil fédéral s'inquiète du rôle des passeurs jugés responsables de cet afflux. Ce qui compliquait encore les choses, c'était l'activité des passeurs, c'est-à-dire des habitants de la région, français ou suisses, qui, moyennant finance, et quelle finance, pilotaient les réfugiés jusqu'à notre frontière. Certains se conduisaient comme de véritables gangsters, et l'on vit assez souvent des réfugiés arriver chez nous complètement dépouillés. Arthur Guillermet, chef du service de police territoriale. Il y en a qui ont été très malhonnêtes, qui prenaient de l'argent, qui même ruinaient leurs clients, si j'ose dire, et puis qui les perdaient dans les bois, ça, il y a eu ça. Hein. Et puis il y en avait alors, moi je me rappelle d'un notamment, qui faisait ça assez honnêtement. Il avait des tarifs pour les plus riches, les moins riches, et je crois aussi qu'il était capable de passer des personnes qui n'avaient pas d'argent, qui lui disaient qu'ils n'en avaient pas, il les passait quand même, il ne les laissait pas dans les bois, celui-là. Rothmund veut mettre fin à cette activité. Une embuscade fut tendue à la hauteur du barrage desservant le moulin de Cornières, endroit où de forts contingents de réfugiés avaient laissé leurs traces. Le garde-frontière T fut laissé à l'intérieur des barbelés, tandis que les 2 autres agents s'embusquaient à l'extérieur de ceux-ci, à l'extrême frontière. À 20h20 commencèrent à défiler les réfugiés et leurs conducteurs, et à 20h35, au signal convenu de halte ou je tire ou les mains,
les 3 lampes s'allumaient simultanément derrière, à gauche et à droite du groupe qui fut contraint de passer les barbelés sous la menace des revolvers. Au poste furent dénombrés 19 enfants juifs de 4 à 15 ans et les 4 passeurs. Déposition du garde-frontière D, matricule 309. Tout le long là, il y avait 4 mètres de barbelés sur 2 mètres de hauteur qui étaient entrecroisés. Et puis, il fallait soulever ces barbelés pour faire descendre les gens dans le ruisseau. Après, ils ressortaient de l'autre côté, puis ils allaient du côté de la douane, ou alors ils traversaient les champs et partaient sur le tram pour filer à Genève. Combien de gens vous pensez que vous avez passé entre ceux qui venaient chez vous et ceux que vous avez passés ici, votre famille et vous-même? Moi, je pense qu'on doit être dans les 700-800 personnes. Bon, beaucoup, en tout cas. Hein. Peut-être, je ne sais pas combien je peux dire, mais quand même beaucoup. Hein. Parce qu'il y a des fois, je me souviens qu'une fois, mon père a passé 16 à la fois, mais beaucoup plus loin, du côté de la Tuyère, là. Dès l'automne 1943, la présence des Allemands rend les passages plus dangereux. Les Allemands m'ont arrêté, puis ils m'ont dit « Vous êtes une fille Lançon ?» Puis j'ai dit « Oui ». Alors ils dit « Vous nous suivez ». Alors ils sont venus à la maison, c'était à 200 mètres de chez nous à peu près. Ils sont venus là et puis ils ont dit « Votre père, il est où ?» Et puis il dit « Mon père, on ne sait pas où il est parti, mais on ne sait pas où il est. Ben alors, vous vous préparez, on vous emmène. » Ils m'ont emmené, j'étais en petite robe à manches courtes, au mois d'octobre, ça faisait pas chaud. Ils m'ont emmené à la maison où ils ont leur quartier général, la VJ. Et puis après, ils m'ont emmené en auto au Pax à Annemasse. Je suis restée 3 semaines. Le père de Thérèse Lançon est arrêté en février 1944 avec un ami et l'abbé Roset. Conduits à l'hôtel Pax, siège de la police allemande à Annemasse, les 3 hommes sont déportés. Au Parlement ou lors de réunions publiques, comme ici à Zurich, le conseiller fédéral von Steig tente de justifier la dureté de la politique suisse. Celui qui est chargé du commandement d'une embarcation de sauvetage déjà fortement chargée et aux places limitées, et qui, lorsque survient une catastrophe, ne peut prendre à son bord toutes les victimes qui crient au secours, peut paraître dur. Cet homme, cependant, est encore humain s'il défend à ces derniers de se leurrer en voulant s'efforcer de sauver au moins ceux qui sont déjà embarqués. À la demande du Conseil fédéral, Walter Stucki, qui représente la Suisse à Vichy, obtient des autorités françaises la publication d'un communiqué devant dissuader ceux qui seraient tentés de fuir en Suisse. Mais que savait-on en 1942 de la réalité des menaces pesant sur les Juifs? Les autorités suisses étaient bien informées sur ce qui se passait à l'est de l'Europe. Peut-être c'est un des pays les mieux informés de ce point de vue, par différents biais, notamment par des canaux diplomatiques qui arrivaient chez Pilegola, au département politique, en venant de Rome à travers le Vatican. Depuis Cologne, le consul von Weiss, qui s'est beaucoup battu pour faire passer ces informations, René Devecq à Bucarest. Il y avait à côté de ça donc les rapports, les témoignages rendus par ces déserteurs allemands qui affluent en Suisse
dès la fin 1941 et qui racontent ce qu'ils ont vu en Ukraine, n'est-ce pas? Des témoignages très précis, très concrets. Le plus important peut-être étant celui déjà de février 1942 qui décrit des massacres en Ukraine. Voilà, donc ces genres d'informations diplomatiques des déserteurs étaient ensuite mises ensemble, recoupées, et ont permis finalement aux responsables de la police de se faire une idée très précise de ce qui était en train de se passer. C'est ce que montre de façon très claire le rapport rédigé par l'adjoint de Rothmund en fin juillet 1942, où justement il y a ce lien très précis qui est établi entre ce qui se passe à la frontière, donc les réfugiés qui tentent d'entrer. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent menacés, et le lien est fait avec des exterminations qui se passent à l'Est. Le simple citoyen, évidemment, était beaucoup moins informé. Pour les grands journaux quotidiens, il n'y avait pas un très grand intérêt face à ce sujet. Il y avait la censure qui, cependant, n'explique pas tout, n'explique pas totalement le silence ou la prudence de la presse. Il y a eu des moments forts, comme le débat justement aux chambres en septembre 1942, où la presse a passablement répercuté ces questions, mais elle n'a généralement pas fait ce lien entre les efforts des réfugiés pour tenter de venir en Suisse et ce qui se passait à l'Est. On préférait parler, bien sûr, de la politique humanitaire de la Suisse, des enfants accueillis. Il y a eu à côté de ça quand même des journaux, je citerai par exemple la Sentinelle, le quotidien socialiste, qui a eu une action très courageuse, incisive. Il y a eu d'autres journaux périodiques, religieux, confessionnels, moins connus, mais qui ont fait un travail d'information important. Quel a été votre itinéraire? La même année, au mois d'août, je suis allé à Paris. 1928 à Vienne. J'y suis resté jusqu'en fin en Sarre pour m'occuper de mon usine, mais les Allemands ont refusé. Où et comment est-ce que vous avez franchi la frontière? J'ai gagné la Suisse parce que je n'ai plus personne en France et pour éviter J'ai gagné la Suisse pour éviter les mesures prises contre les Juifs par les autorités d'occupation. 14 août 1943, surtout à 23 h. Immédiatement après son arrestation, le réfugié est soumis à un premier interrogatoire où se jouent bien des destins. Les questionnaires retrouvés dans les archives genevoises révèlent la méfiance à l'égard des réfugiés, la rigueur des mesures fédérales, la dureté de certaines décisions. Durant l'été et l'automne 1942, les directives venues de Berne sont multiples et contradictoires. Ordre et contre-ordre se succèdent. J'habitais en Suisse entre 1937 et 1939, au Zugerberg, dans le canton de Zug, à l'Institut Montana. J'y avais encore des biens, j'avais toujours ma chambre là-bas. Donc j'étais, à mon sens, résident suisse ordinaire. En plus, j'avais des cousins de mon père et un cousin de ma mère qui étaient à Zurich, tous les deux des commerçants assez importants. Et je pensais que, vu la famille que j'avais et vu les biens que j'avais au Zugerberg, que ma résidence en Suisse devrait être considérée comme normale. J'ai été mis devant un inspecteur de police en uniforme qui m'a interrogé pendant environ 2 heures. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'avais le numéro de téléphone de mes 2 cousins à Zurich. Et j'avais aussi un peu d'argent suisse que ma mère m'avait cousu dans mon veston. Et j'ai dit aux policiers de bien vouloir, à mes frais, me laisser téléphoner à mes parents en Suisse.
Il a dit non, 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 ça vous n'avez pas le droit de le faire, mais c'est nous qui le ferons. Alors j'ai encore demandé à l'inspecteur est-ce que je peux être sûr que vous le ferez. Il m'a dit oui, vous pouvez compter sur nous. Est-ce qu'il l'a fait? Je n'en sais rien. Je ne crois pas, puisque après-guerre, mes cousins ne m'ont pas dit qu'ils avaient été appelés. Le lendemain matin, environ très tôt le matin, il faisait nuit, il devait être 4 heures ou 5 heures du matin. La lumière s'est allumée. On nous a dit de nous habiller le plus vite possible. Je me suis donc habillé. Puis on nous a dit de descendre dans la cour. Dans la cour, il y avait 3 camions militaires. Il y avait des soldats suisses de langue allemande, j'ai remarqué, baïonnettes au canon, et qui nous ont poussés vigoureusement comme des criminels sur les camions. Puis on était très rapidement arrivés à la frontière. Et là, à la frontière, il y avait visiblement un commandant qui était en tenue civile. Civile. Civile, tout à fait. Et je lui ai demandé son nom, il m'a dit qu'il s'appelait Schmidt. Je ne sais pas si c'est un nom d'emprunt ou si c'est vraiment son nom. Je lui ai demandé de montrer les papiers selon lesquels j'étais expulsé. Parce que je pensais que quand on était expulsé de Suisse, on allait recevoir un papier en disant, vu les lois de la Confédération, nous sommes malheureusement obligés de vous expulser, mais je m'attendais à ce qu'on vous expulse gentiment en vous disant, on vous donne encore un bout de pain et on vous amène à un point de la frontière où on va vous expliquer où vous êtes et où il faut aller pour aller à tel endroit, n'est-ce pas? Et c'était tout le contraire. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il m'a répondu, j'ai pas de papier à vous donner. Si vous ne traversez pas immédiatement, je vous fais jeter de force par les soldats au-dessus du fil de fer et j'appelle les SS qui sont à 200 mètres. Alors là-dessus, j'ai traversé. Il faut savoir qu'entre le 13 août 1942 et le 26 septembre 1942, la frontière était officiellement fermée. Mais parallèlement, Rothmund avait donné des instructions officieuses au directeur de police de ne pas trop refouler les étrangers menacés, notamment les Juifs. Donc le garde-frontière ou l'officier de police se trouvait dans une situation indécidable. Il devait refouler et ne pas refouler. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a des gens qui ont exactement le même profil, qui arrivent, certains sont pris et d'autres sont refoulés comme indésirables. Dès le 26 septembre, Berne émet des instructions relativement précises. On a le droit donc d'accueillir des personnes pour qui le refoulement serait une mesure trop dure. Ce sont les vieillards, les malades, les familles avec des enfants jusqu'à 6 ans et les enfants seuls jusqu'à 16 ans. Alors, naturellement, c'est plus précis, mais cela laisse quand même une assez grande marge de manœuvre. D'abord, on peut considérer qu'un enfant, il a 6 ans, il a 7 ans, il a 6 ans et on le laisse entrer. D'autre part, il y a une catégorie de gens manifestement malades. On peut parfaitement de bonne foi dire qu'un tel était manifestement malade. Il y a aussi une catégorie de gens admissibles qui ont des liens avec la Suisse, des rapports étroits avec la Suisse. Et là aussi, on peut parfaitement, quelqu'un qui a par exemple un cousin en Suisse, on peut parfaitement le laisser entrer pour cette raison-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Bien, les décideurs ont été nombreux, différents. Les époques aussi ont été, il y a eu des époques de grand afflux, des époques relativement de peu d'afflux. Et sur le terrain, les décisions ont été extrêmement aléatoires. Il y a une grande libéralité d'un côté et il y a eu de l'excès de zèle de l'autre côté. On a même refoulé des enfants de moins de 6 ans. L'officier de police a même fait de l'excès de zèle en refoulant des personnes qui avaient un visa de non-refoulable. Donc, il a désobéi aux ordres de Berne dans certains cas. Et il y a eu des cas tragiques de refoulement qui se sont soldés par des déportations. La famille Sachnet, ayant un enfant de moins de 6 ans, remplissait les conditions fixées par Berne pour être acceptée. L'officier responsable refuse de croire les parents.
On n'a pas fait de recherche parce que c'était très simple, avec un coup de téléphone ou en écrivant une lettre. Oui, on pouvait donc savoir de la municipalité d'Anvers qu'effectivement cet enfant était né en 1938. Oui, c'était absolument aucun problème. Ça n'a pas été fait. 2 jours plus tard, on a décidé de nous refouler. Ma mère a demandé où est-ce que vous nous conduisez. Alors on lui a répondu oui, les cropettes, ce n'est pas bien adapté pour les enfants. On va vous envoyer quelque part qui est mieux adapté pour les enfants. Alors mes parents étaient persuadés, n'est-ce pas, que bon, on reste en Suisse, ils vont dans un autre camp, mais où la famille restera réunie. Et puis d'un seul coup, la voiture s'arrête, et puis on ouvre les portières. Et l'officier dit, voilà, vous êtes refoulés, ça c'est l'entrée du No Man's Land, il faut que vous allez là-dedans et vous allez tout droit et vous arrivez en France. On est allé donc jusqu'au Barbelé, à la frontière française. Et comme mon père se met déjà sur les barbelés et qui veut donc prendre mon frère pour le passer de l'autre côté, il y a ma sœur qui commence à hurler, qui dit « Papa, tu vois pas les boches qui sont derrière les arbres avec les chiens ?» Là-dessus, mon père, en voyant cela, n'est-ce pas, dépose mon frère, saute des barbelés, et on commence tous à courir vers la frontière suisse. Alors l'officier a donné l'ordre à ses soldats, n'est-ce pas, d'épauler. Et il a dit à ma mère, vous ne pouvez pas rester ici dans le No Man's Land, vous ne pouvez pas revenir en Suisse, nos ordres sont de tirer. Ma mère leur a répondu, mieux vaut mourir d'une balle suisse que de mourir dans un camp de concentration, tiré. Lorsqu'ils ont vu que oui, ça veut dire que mes parents étaient prêts à mourir sur place. Oui, mais ils ne voulaient absolument pas retourner en France. Alors on nous a remis dans cette camionnette et on nous a conduits à Annemasse. L'âge étant un des éléments déterminants pour être accueilli ou refoulé, nombreux sont ceux qui, comme Ilse et Wulf, font de fausses déclarations. On m'a interrogé très sérieusement. On ne m'a pas cru que j'avais l'âge que j'avais donné. Mais il me donnait une autre date qui n'était pas correcte non plus. Alors, en bonne conscience, je pouvais dire non, ce n'est pas correct. Même si j'avais encore menti, n'est-ce pas? Et j'ai continué à dire que j'étais née en 28. Et j'étais interrogée avec les lumières dans ma figure. On m'a réveillée au milieu de la nuit, on m'a ramenée au bureau et on a toujours demandé les mêmes questions, probablement espérant que je vais... Craquer. Craquer, c'est ça, que je vais craquer. Quelle était l'attitude de ceux qui vous interrogeaient, ou des officiers, des soldats? Très... plus que désagréable, nasty. Méchant, oui. Voilà, méchant, vraiment méchant. Il voulait que je craque et qu'il puisse dire, voilà, elle ment et il faut la refouler. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. C'était plusieurs jours et plusieurs nuits. J'étais presque prête à craquer, oui. Mais... juste au moment où vraiment je croyais que c'était la fin, l'aumônier suisse qui venait dans les camps de réfugiés, le pasteur Brutsch, est venu demander s'il y a une jeune fille qui pourrait venir chez lui pour lui aider à sa femme dans le ménage et avec les enfants. Grâce à cette intervention,
Ilse Wolf pourra rester en Suisse. Peter Sals, qui franchit la frontière à la même époque avec 3 amis, fait aussi une fausse déclaration sur le conseil d'une Suissesse, responsable d'un centre créé par le Secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse, qui cachait dans le sud de la France des jeunes menacés d'arrestation. Nous avons simplement menti, oui. Moi, j'ai dit je suis né en 28 et Jacques Roth, un peu plus âgé, disait qu'il était né en 27. C'est ce qu'on inscrivait. Et puisque nous n'avions pas de papier, c'est tout ce qu'il savait de nous. Nous avons pensé plus tard, au camp d'accueil à Genève, que la police va s'intéresser à la Croix-Rouge, qui sont ces enfants. Et quand ils sont nés, etc., etc. Alors nous avons eu peur que la police suisse apprendra que nous avons menti et nous avons décidé, il fera une bonne impression de dire la vérité nous-mêmes. Peut-être ça nous aidera. Nous demandions de parler au chef du camp. Il nous acceptait et alors nous avons raconté au chef du camp que nous avons menti à la frontière à la police parce que nous ne voulions pas être refoulés, mais le vrai âge est 16 et 17, chacun disait le vrai âge qu'il avait. Alors lui, il ne disait rien, il dit vous pouvez vous en aller. On s'en alla et rien ne se passait. Le fait que rien ne se passait nous avait dit que lui, il ne racontait rien, peut-être pour nous sauver la vie. Semaine après semaine, des centaines d'enfants sous-alimentés arrivent dans notre pays. Ils ont vu de près les horreurs de la guerre. Ils ont subi les plus terribles bombardements. Leur foyer est détruit, leur maman malade ou réduite à la misère, leur papa mort ou prisonnier. La Suisse, asile de paix, les recueille aujourd'hui. Le lendemain matin, les parents adoptifs, 12 papas ou mamans suisses au cœur débordant de dévouement, viennent chercher les petits protégés qu'ils hébergeront et soigneront pendant 3 mois. Un à un, les petits sont amenés vers ceux qui feront tout pour les rendre heureux. Si le sort des enfants victimes de la guerre émeut les Suisses, amenant Berne à accepter la venue d'enfants de milieux défavorisés pour un temps limité, cette action ne doit pas faire oublier qu'en septembre 1942, la Suisse refusa de laisser entrer 5000 enfants juifs menacés d'arrestation. Les autorités fédérales ayant assoupli leur politique en 1943, des organisations humanitaires et religieuses organisent des convois d'enfants. Moi, je me souviens qu'on était 6
et que je portais un petit bébé garçon dans mes bras. Losé me l'avait remis et m'a dit que tout de suite, de ne pas me faire de soucis, que l'enfant allait dormir, ce qui était un fait. Le petit a dormi, j'avais tellement peur qu'il ne se réveille et commence à pleurer, parce qu'on devait être très silencieux. Et on a glissé, et c'était une petite pente. Et là, un des garçons du groupe avait repris le petit bébé, et je ne sais pas, j'ai glissé. Je suis tombée toute la petite pente, et je me suis trouvée dans un petit ruisseau. Vous avez été très rapidement interpellé par les gardes frontières. Très rapidement. Je me souviens les uniformes qui sont venus et une peur. Moi, les uniformes, ça m'a donné toujours, encore aujourd'hui, ça me donne peur. Mais là, on a reconnu que c'était ni les uniformes des Italiens, ni les uniformes des Français. Donc, ça devait être les Suisses. Comme moi, j'étais tout à fait mouillée, ils étaient très, très gentils. Ils me disaient, venez vite, on va vous donner une couverture. Et ils m'ont donné une couverture épaisse, une couverture de l'armée. Ils ont séché mes vêtements. Et ils étaient, je me souviens que c'était la première fois depuis le début de la guerre, je crois, que j'ai eu un bol de chocolat chaud. Je prenais mon service lorsque mon collègue m'a dit « Écoute, il se passe quelque chose, depuis un moment j'entends du bruit qui se passe du côté vers la vieille douane derrière. » Je dis « Ben écoute, il y a une chose à faire, on va aller voir. » On est allés les deux et on a vu là une jeune fille d'une vingtaine d'années qui était en train de passer les petits-enfants à travers le foron. Il faut dire que le temps était exécrable, il avait plu pendant des jours et des jours, le foron était monté, les gamins n'auraient jamais pu passer, Alors cette fille se tenait d'un côté, le foron n'est pas très large, elle avait de l'eau jusque-là, puis elle passait les gamins d'une rive à l'autre. Et ces enfants venaient de traverser tout à travers entre les deux salèves. J'ai vu une patrouille de soldats qui rentrait, je leur ai montré ces enfants, j'ai dit écoutez, appelez votre chef de poste, on ne peut pas laisser ces enfants là-dedans. J'ai téléphoné à la Croix-Rouge, on n'a pas voulu se déplacer. La Croix-Rouge m'a dit oh non, non, on ne vient pas ce soir ni cette nuit, on viendra demain matin. J'ai dit humainement, est-ce qu'on pouvait laisser ces 21 gamins mouillés, trempés, sans leur donner quelque chose de chaud? Ceux qui pouvaient marcher ont marché, ceux qui étaient trop épuisés, ben, ce sont les soldats eux-mêmes qui se sont levés, qui les ont pris, les ont emmenés dans le cantonnement de la cure de Taunay, qui les ont séchés, déshabillés, qui leur ont donné à manger, qui ont réveillé le cuisinier pour leur donner quelque chose de chaud. Et ils sont restés dans ce cantonnement. Les soldats leur ont laissé leur place, ils les ont roulés dans leur propre couverture pour les réchauffer. Le sergent du poste et moi-même avons risqué le tribunal militaire par le peu de compréhension du capitaine de la compagnie qui coiffait ses soldats. Et il voulait nous traduire au tribunal militaire parce que, sur le simple fait que nous n'avions pas le droit pendant la guerre de mettre des réfugiés dans un cantonnement militaire. Est-ce qu'on pouvait considérer ces enfants qui étaient âgés de 5 à 8 ans comme des réfugiés qui portaient danger à la sécurité de notre armée? Suite à l'intervention de la Fédération protestante de France, le Conseil fédéral accepte l'établissement de listes de gens menacés d'arrestation, dont les organisations humanitaires doivent se porter garantes et auxquelles les consulats peuvent délivrer des visas. 1350 entreront ainsi à Genève, dont Rebecca Rosenberg, recherchée pour ses activités dans un groupe d'éclaireurs israélites. On avait rendez-vous dans le café de la gare où on devait retrouver le passeur. On est arrivé là-bas, on nous a mis dans une petite salle derrière et puis on a attendu. Plus tard, vers 6-7 heures du soir, quelque chose comme ça, est arrivé un couple avec une petite fille. Mais c'est étonnant parce que j'ai aucun souvenir d'avoir parlé avec eux.
Ils sont entrés, le passeur est venu, nous a fait l'échange des papiers. Il a repris les faux papiers qui pouvaient servir à quelqu'un d'autre et nous a rendu nos papiers à nous. Et on est arrivé à la frontière, il faisait nuit déjà. On a vu les arbres, mais on ne voyait pas où on marchait vraiment. C'était des arbres. Et puis, en silence, avec le couple et la petite. Et puis à un certain moment, on a entendu « Halt !» Et pour nous, ça a été un halt en allemand. Et alors moi j'ai crié, ma mère a crié, je ne sais pas quoi. Et il y a eu un coup de fusil. Et à ce moment-là, il y a eu du bruit, on a fait du bruit, il est venu. Et 3 minutes après est arrivé le douanier. Il nous a amenés dans une petite baraque où il y avait 3 douaniers, je crois, 2 ou 3 douaniers. Et il nous a demandé qui nous sommes, on a montré nos papiers. Moi, j'ai dit tout de suite, on m'avait prévenu de dire tout de suite qu'on avait le droit de rester. Et je lui ai dit, écoutez, il y a une liste à Berne où ma mère et moi et mon père qui est passé la veille. Et on a le droit de rester. La seule chose avant qu'on nous mette dans le bus pour traverser Genève, ils ont refoulé la famille qui était avec nous. Ils l'ont refoulé immédiatement? Quelle était la réaction de la famille? Je crois qu'on pleurait tous. Enfin, il m'est resté un souvenir qui est difficile à décrire exactement. Je ne peux pas vous dire, on a pris la petite en larmes, mais je me souviens seulement qu'après avoir dit cette histoire de Berne, qu'il s'est passé quelque chose et que tout le monde disait non, 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 je ne sais pas quoi, puis on a pleuré, puis on nous a emmenés. Ma mère et moi, on nous a emmenés. Et vous n'avez jamais revu ce couple? Jamais. Quand on repartait de l'autre côté, on ne savait plus quoi faire. Ils ont été refoulés. Où est-ce qu'ils sont allés? Ils n'avaient pas d'argent, ils avaient leurs vrais papiers. Le premier contrôle, et ils tombaient. C'est ça. L'aspect le plus sombre de la politique d'asile pendant la guerre est celui des refoulements. Si, entre 1942 et 1944, la majorité des fugitifs furent accueillis, plus de 2000 furent néanmoins refoulés à la frontière genevoise. Jusqu'à l'automne 1942, conformément à un accord conclu en 1939 entre les autorités genevoises et la Haute-Savoie, ceux qui sont refoulés sont remis à la gendarmerie française, ce qui ne leur laisse aucune chance d'échapper à l'emprisonnement. Une pratique qui sera ensuite abandonnée, même si dans plusieurs cas, des fugitifs seront remis à la gendarmerie allemande en contradiction avec les instructions de Berne. On nous a fait faire un sale travail, un très sale travail. Parce que vous savez, on connaissait ces gens, vous les trouviez sur la route, vous arrêtiez tomber de la nuit ou même pendant la pleine journée. Moi, j'en ai arrêté en plein après-midi. Ces gens-là, on ne les connaissait pas, on ne savait pas. On voyait que c'était des gens qui fuyaient, qui avaient peur, des gens qui partaient. Alors évidemment qu'au moment où on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. L'ordre était de les refouler. Ils ne remplissaient pas les conditions pour être acceptés chez nous. J'en ai refoulé même plusieurs fois sur la route Pierre-Abochet. Et j'ai beau temps vous dire que ce n'était pas un travail facile. Ils ne comprenaient pas pourquoi on les refoulait. Certains voulaient vous acheter, parce que ces gens qui venaient, qui franchissaient généralement avaient beaucoup d'argent, de dollars, de bijoux, on cherchait à vous acheter. Ou alors la réaction était violente et on vous insultait, on vous traitait d'assassins, de tout ce que... C'était très difficile pour ces gens d'accepter le refoulement. Monsieur le directeur, le 23 décembre 1942 à 17h30, je me suis présentée à la douane, près de Collonges-sous-Salève. On m'a refoulée. Impossible de regagner Pau d'où je venais. Impossible de me déplacer. Dans un accès de désespoir, j'ai tenté de m'empoisonner.
Ayant pu résister, on m'a amené d'urgence à l'hôpital où je suis restée 3 jours sans connaissance. On me gardera là quelques jours afin de me remettre. Puis-je espérer de votre grande bienveillance mon admission dans votre pays hospitalier? Je ne puis ni ne veux me livrer aux autorités du Reich. Frida Baum, 29 décembre 1942. Monsieur Sessler aurait-il la possibilité de faire savoir à la requérante à Saint-Julien Hôpital que son refoulement est conforme aux instructions et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Capitaine Arthur Guillermet, officier de police, 9 janvier 1943. À la demande d'une organisation protestante d'aide aux réfugiés, la famille Friedhof figurait sur une liste de personnes non refoulables. La CIMAD nous avait donné les 3 numéros qui étaient ce qui correspondait à notre nom sur cette liste. Et lorsque nous sommes arrivés devant l'officier qui nous a interrogés, la première chose que nous lui avons dite, c'est « Nous sommes le numéro tant, tant et tant. Notre vrai nom est Friedhof. » L'officier nous a dit que sur sa liste, ce n'était pas Friedhof qui est écrit, mais Freithof. Autrement dit, au lieu que ce soit I-E, c'était E-I. Et que de ce fait, il nous refoulait. Alors, nous étions catastrophés parce que ça représentait vraiment repasser la frontière, etc. C'était vraiment affreux. Et quand on lui a fait part de notre angoisse et du danger qu'on courait, il nous a répondu « Vous avez qu'à rentrer, faire corriger cette faute et puis vous reviendrez ». Alors les soldats étaient vraiment navrés de ce qui arrivait. Forcément, quand on leur a raconté ce qui se passait, ils ne comprenaient pas qu'on soit refoulés. Et ils nous ont alors très gentiment, ils nous ont dit qu'ils étaient navrés, que vraiment ils faisaient ça à contre-cœur, mais qu'ils nous feraient passer la frontière à la tombée de la nuit et qu'eux iraient discuter avec une plaque de chocolat avec les douaniers italiens pour attirer leur attention ailleurs et qu'on puisse passer sans se faire prendre. Juliette Friedhof et ses parents réussissent à rejoindre la Haute-Loire et le Chambon-sur-Lignon sans être arrêtés, alors que le pasteur Brugge demande des explications sur les raisons de leur refoulement. L'officier de police se justifie. Il était donc tout à fait indiqué de procéder au refoulement des Friedhofs, car il n'est en aucun cas possible à l'officier de police de faire des suppositions quant aux personnes qui pourraient figurer erronément sur la liste agréée par le département de justice et police. Le travail considérable que nous donnent les réfugiés et les multiples motifs qui sont invoqués par ces derniers lorsqu'ils arrivent à la frontière ne sont pas des critères pour leur acceptation en Suisse. Il faut s'en tenir aux ordres et aux orthographes réelles. Premier lieutenant Daniel Audier, 5 juin 1943. Trois mois et demi plus tard, lors d'une deuxième tentative, la famille Friedhof est acceptée. Dans certains cas, les fugitifs sont immédiatement refoulés. Ici, personnellement, j'ai refoulé 2 couples de juifs à travers ce forum, sans interrogatoire, sans rien. Les ordres étaient précis de Berne. Nous devions les refouler directement. Donc sans enregistrement, sans enregistrement, sans rien. On les a conduits, on les a refait traverser le forum et on leur disait, voilà, on ne vous accepte pas sur Suisse.
on ne peut pas vous accepter parce que vous ne remplissez pas les conditions telles que Berne les a définies et je suis obligé de vous refouler sur France. Helmut Kremer sera victime de cette pratique. Membre d'un groupe de jeunes juifs recherchés par la police, il rejoint Annemasse sous prétexte de participer à un camp d'éclaireurs et, avec 2 camarades, tente d'entrer en Suisse en traversant l'Arve. Il y avait un jeune guide qui arrivait. Alors je suis parti avec lui jusqu'à arriver à une rivière. Il marchait très vite, oui, avec de l'eau qui était très forte. Et puis ce guide nous a amenés à la main par la rivière. L'eau était jusqu'au cou. Et de l'autre côté de la rivière, il y avait un guide plus âgé qui nous a donné la main et nous a sorti de l'eau. On grimpait vraiment très silencieusement sur le ventre. Et devant moi, il y avait une espèce de poteau. Je pensais que c'était un poteau de quelque chose. Je ne savais pas, dans la nuit, on ne voit pas ce que c'était. Oui. C'était une espèce de poteau qui était sur la route, comme ça. Alors, le troisième qui avait dû passer, Albert, il coupait une petite branche de ce buisson et ça fait un petit bruit. Alors ce poteau se tournait et il parlait l'allemand. C'était un soldat suisse-allemand qui se tournait. Il dit « Aïe, 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 Bürschelchen, komm raus ». Au poste de police, il y avait un officier qui parle français. Et l'officier, il a dit « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là ?» Alors on a dit « Nous sommes des enfants juifs qui ont peur d'être déportés. » Alors il a dit, vous êtes juif? Alors je dis oui, et j'avais encore ma carte d'identité allemande qui s'appelait Kennkarte, avec un grand J dessus. Et je lui ai montré ça, pour vous prouver que ce qu'on raconte est vrai. Alors il a dit, ah bon, vous êtes juif? Alors votre avenir sera le même avenir de tous les autres juifs. C'est ça qu'il m'a dit. Alors on a dit, mais vous allez nous laisser en Suisse? Il a dit, non, vous allez retourner où vous venez. C'était impossible de marcher sur des ferros entre les rails. Alors on fait un peu de bruit. Le gardien français, quand il a remarqué qu'il y a quelque chose qui passe sur le pont, il est sorti de son truc là, il a mis une balle dans son fusil et il a crié « Halt ». En même temps, moi je dis on va courir entre les rails du chemin de fer et on retournera en Suisse. Tout à coup, il y a un tas de soldats qui sortaient de 2 côtés, ils couraient après nous, des soldats suisses qui couraient après nous, et ils ont crié « Si vous vous arrêtez pas, on tire ». Alors on n'avait pas d'autre possibilité, on s'est arrêté. Alors ils ont dit « Bon, maintenant on va vous amener au gardien français, au poste de police, là, aux policiers. » Donc les soldats suisses vous ont remis aux gardiens français, aux douaniers français. Oui, maintenant, nous allons vous remettre aux gardiens français. Et ils nous ont remis aux gardiens français. Quand le gardien français nous a vus, puisqu'on était comme scouts, comme éclaireurs, avec des chemises minces, tout à fait mouillées, puisqu'on passait la frontière. C'était en octobre, oui. Le 1er octobre, si tu fais froid. Et on frigolait. Alors, il nous a regardé, il a dit « Oh, pauvre enfant ». Le Français dit. Alors, il dit « Quand je vois ça, ça me fait mal au cœur ». Alors, je lui ai dit « Écoutez-moi, si ça vous fait mal au cœur, laissez-nous partir ». Il dit « Je ne peux pas parce que demain matin, les Suisses vont remettre un rapport qu'on vous a remis à moi. Et on va me demander qu'est-ce que tu as fait avec le jeune là qu'on t'a remis. Je ne peux pas vous faire lâcher. » –24 000 personnes environ ont franchi la frontière genevoise pendant cette période. Parmi celles-là, 9 800 juifs.
Sur ces 24 000, 2200 personnes ont été refoulées, dont nous avons les noms. Et parmi ces refoulés, 996 juifs. Le taux de refoulement pour les juifs représente donc un petit peu moins de 9%. D'autre part, en ce qui concerne la déportation, nous avons fait la recherche pour les juifs. Il y en a 118 que nous avons retrouvés qui ont été déportés ou fusillés, déportés généralement sans retour. 118 déportés sur 9 800 juifs qui ont franchi la frontière. Les optimistes vous diront que c'est seulement 1,2%. Simplement, si les instructions avaient été suivies de manière un peu plus libérale ou si l'on avait plutôt considéré les juifs comme des réfugiés politiques, on aurait pu éviter une partie de ces victimes-là. Et enfin, il ne faut pas oublier l'effet dissuasif du refus de visa. Plus de 15 000 personnes ont demandé un visa d'entrée en Suisse pendant la guerre, des personnes qui bien souvent avaient de la famille en Suisse, et ces visas leur ont été refusés. Dans l'attente d'une décision définitive quant à leur sort, les réfugiés sont internés à Genève dans des camps de triage et de quarantaine placés sous régime militaire. Près de 5000 réfugiés passeront par le seul camp des Charmilles, dont plus de 1200 en décembre 1942. Aux Cropettes, les soldats étaient assez gentils. Ils apportaient le manger d'un camp à l'autre, on bavardait avec eux. Mais dans les Charmilles, le camp où on a dû se séparer, c'est l'armée qui nous a pris en charge. Il y avait les camions, les autobus qui nous attendaient dehors. Il fallait se mettre par rang, les uns derrière les autres. Et il y avait un officier qui n'avait pas beaucoup de patience. Et il nous a crié « Vous allez vous dépêcher, oui ou non? Vous mériteriez qu'on vous renvoie chez les Allemands. » Ce qui n'était évidemment pas la phrase à dire. Et quel est votre sentiment à ce moment-là devant de telles phrases, devant de telles réactions? J'étais très consciente que la Suisse me sauvait la vie. À côté de tout ce qu'on avait vécu de l'autre côté, c'était une phrase qui était désagréable, mais bon. Vous savez, moi j'ai vécu le mort aux Juifs à Paris. Sur le moment, je trouvais tout normal. Sur le moment. Donc j'étais arrivé dans un camp, bon, j'étais dans un camp. C'est après coup que je me suis rendu compte de la situation un peu cocasse dans laquelle je me trouvais. Parce que, au fond, j'étais en Suisse, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être en Suisse, et qu'est-ce qu'il y avait autour de l'école des Charmilles? Des barbelés et des soldats pour nous garder et nous empêcher de partir. Alors j'ai pas compris. Pourquoi voulez-vous qu'on parte? Pour ces militaires, on gardait des gens qui étaient là en trop. Des gens qui posaient problème. Des gens dont on n'était pas sûr qu'ils resteraient, qui seraient peut-être refoulés. Donc de toute façon, il fallait être distant parce qu'un jour, on aurait la tâche de les reflanquer dehors avec ce que ça comportait. Mais peut-être derrière ça aussi l'idée que c'était des gens qui, alors que les restrictions commençaient, venaient manger la nourriture, si je peux dire. Il y avait un peu ça. Ils n'étaient pas bienvenus. Je n'ai vu aucune arrogance, aucune insolence, simplement une froideur et une indifférence. La tâche de chef de camp était délicate. Il s'agissait de trouver des personnalités compétentes et humaines. On mit des annonces. Les inscriptions pour ces postes étaient minutieusement contrôlées. Plusieurs candidats étaient convoqués. En réalité, le choix des chefs de camp est loin d'être rigoureux. Mal préparés à cette fonction, ils sont souvent dépassés par les problèmes humains auxquels ils sont confrontés. On avait des corvées le matin. Je me rappelle que mon compagnon était un homme d'un certain âge qui s'appelait Papanovitch. C'est ce nom qui me rappelle parce qu'il a l'air d'un nom qu'on invente comme ça. Et ce brave homme est de service avec moi. Nous devions nettoyer le grand hall du premier. C'était vraiment un hall d'école, vous voyez, c'est long. Bon, il y a des carreaux par terre, on a un balai brosse, bon, un peu d'eau savonneuse, il faut y aller.
Et il pose son balai. Et je lui donne son balai, je lui dis qu'il faut y aller. Et non, il pose son balai. Il reste à côté, mais il ne fait rien. Alors je me dis, c'est pas très chic. Enfin, je commence à balayer. J'ai pas été cafeté en disant, mon collègue ne travaille pas. Quand tout à coup arrive un sous-officier qui me voit travailler, qui veut le mettre au travail. Je lui donne le balai, il pose son balai. Il commence à se faire passer une de ses bordées. Et je savais qu'un qui avait mal travaillé avait dû faire les fameux chiottes à la brosse à dents. Enfin bon, qu'il y avait des sanctions quand on ne travaillait pas. Tout d'un coup, j'ai eu une idée. Et j'ai dit au sous-off, mais c'est samedi. Et alors? Ben, c'est le Shabbat. Et alors? Il ne peut pas, il n'a pas le droit. Reportez-lui sa corvée à demain. Mais moi, je m'en fous, ça ne me regarde pas. Je dis, mais vous pouvez taper dessus, il ne travaillera pas. Il ne travaillera pas. C'est interdit par sa religion. Alors, il a fini par céder et l'autre m'a fait un sourire. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Il ne savait pas parler le français. Il ne savait pas s'expliquer. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait un peu de l'antisémitisme? Je ne saurais pas le dire comme ça. Je ne l'ai pas senti directement. Dans les internés, il y avait beaucoup de juifs. C'était surtout des familles, alors que nous étions plutôt des jeunes qui étions arrivés isolément. Je dirais plutôt un mépris général, mais pas antisémitisme, ignorance. Les gens qui étaient là souvent venaient d'autres camps, s'étaient sauvés d'autre part, certains de Pologne en traversant la Hongrie, en faisant des fuites invraisemblables. Arrivant en France comme un havre de paix avant, quand c'était encore la zone libre, et se retrouvant brusquement menacés de mort, ils ont gagné la Suisse dans des conditions effroyables. On imagine ces familles traînant leurs enfants. Je crois que c'est un peu les réfugiés huguenots du temps des dragons, quoi. C'était des gens terrorisés. Ils avaient donc peur. Et quand on les grondait, ils avaient peur. Moi, j'avais cette énorme chance d'avoir un papier qui savait que je ne serais pas refoulé. Eux ne le savaient pas, c'était un camp de triage. Et je crois qu'on ne tient pas compte de ça. La chose principale était que ma vie était sauvée. Et ça m'était tout à fait égal comment je vivais là. Je ne me rappelle pas des détails. Quel genre de lit on avait. Je crois qu'à Charmy, pour un temps, on dormait sur la paille. Oui. Mais ça ne me gênait pas. Ça m'était tout à fait égal. Dès leur arrivée en Suisse, les réfugiés doivent s'engager, par écrit, à respecter un certain nombre de règles bien précises. Les réfugiés étrangers sont tenus de suivre strictement les ordres des autorités civiles et militaires et de s'abstenir de toute activité politique et de tout comportement de nature à compromettre la politique de neutralité suivie par le Conseil fédéral. Il leur est interdit d'exercer une activité lucrative ou une activité publique quelconque. Ils doivent remettre à l'officier de police tout l'argent et les objets de valeur qu'ils possèdent en Suisse. Celui qui n'observe pas les présentes instructions peut être puni disciplinairement ou refoulé sur la frontière du pays d'où il est venu. Département fédéral de justice et police. À Genève, une quinzaine de réfugiés seront refoulés pour des motifs disciplinaires. C'est le cas d'Eric Rosenzweig, entré en Suisse le 24 septembre 1942, refoulé 10 jours plus tard avec sa mère. One day I was playing football with some other children and somebody called my name, and when I said I am Erich Rosenzweig, he took me and we went to an office where my mother was sitting. And when he got me together with my mother, we both got up, and one of the officers put us in a taxi. I can remember it was a black taxi. And we got into a taxi, and we left Warembe because I remember the door of the camp opened, and we drove away from the camp. And I had no idea where we were going, until my mother and I noticed, a few feet ahead, a French gendarme. We were sent back to France, right at the frontier, to the French police. L'officier de police justifie sa décision dans une lettre dont Eric Rosenzweig découvrira l'existence 57 ans plus tard.
Il a été établi et reconnu par Mme Rosenzweig que son fils Éric s'était rendu coupable d'un vol de porte-monnaie contenant de l'argent suisse et des dollars, cela au préjudice d'un autre réfugié au camp de Varambé. Questionnée, la mère déclara qu'elle était au courant des agissements de son fils et qu'elle n'y pouvait rien, ce jeune homme étant kleptomane. Arthur Guillermet, officier de police, 12 novembre 1942. When I saw that letter, I was in shock because I never did this. Any mother would never say that her son is a thief. They will never do that. Even if he is, a mother will never admit that her son is a thief. Interné en France, libéré un mois plus tard, Eric Rosenzweig obtient des faux papiers et cherche à retrouver sa mère lorsqu'elle est libérée. I wanted to visit my mother, who already lived in Nice. But before seeing my mother, I went to the bureau of the OSE, and I did not know that the Gestapo was hiding in this bureau. So when I entered that bureau, I was immediately arrested. How? They asked me in German, what are you doing here? So I said, oh, in French, I don't know what I don't speak German, I am French. And I showed them my identity card. False identity. My false identity card, and he told me, take down your pants. And when they saw I was circumcised, that's it. That's it. And you were arrested? I was arrested. The soldier who arrested me, he took me by the hand and he took me to a hotel, Hotel Excelsior. It was like a prison where other people who were arrested were taken there. After that, when they had about 100 people in that hotel, we were put onto a train on the way to Drancy. 3 weeks after Drancy, I went to Auschwitz. I think it was October, maybe beginning November 43, until I was liberated in April 45. Autre exemple de mesure disciplinaire, celui de Rosette Voltzak, âgée de 15 ans et demi, entrée en Suisse le 24 septembre 1943 avec un convoi d'enfants. Au commandant de l'arrondissement territorial. Mon colonel, je vous transmets 6 juin un dossier concernant la réfugiée Volchak Rose, née le 19 mars 1928, juive française. Cette jeune fille a eu des rapports sexuels avec plusieurs réfugiés. D'autre part, 4 gendarmes d'armée du camp des Cropettes se sont également permis diverses libertés avec cette jeune fille, et avant de prendre des sanctions contre les réfugiés, je vous transmets le dossier en vous proposant d'infliger 12 jours d'arrêt de rigueur aux 4 gendarmes. Premier lieutenant Daniel Audier, officier de police, 13 octobre 1943. Alors que le chef de camp propose une simple sanction, les responsables militaires décident de faire un exemple. Le colonel commandant de l'arrondissement territorial de Genève me donne l'ordre de refouler Volchak Rose. J'insiste spécialement pour que ce refoulement ait lieu le plus rapidement possible. Il faut absolument arriver à des sanctions contre des réfugiés qui ne méritent pas l'accueil que nous leur donnons en Suisse. Premier lieutenant Daniel Audier, officier de police, 13 octobre 1943.
Arrêtée 3 jours plus tard, Rosette est emprisonnée au Pax à Annemasse. De là, elle est transférée à Drancy le 25 octobre, puis à Auschwitz. Elle n'en reviendra pas. Les réfugiés qui peuvent rester en Suisse quittent les camps genevois au bout de 2 ou 3 semaines, soit pour un internement libre, soit pour un camp de travail dans un autre canton. On était tellement heureux qu'avec tous, surtout après qu'on avait été à Vernet, presque envoyé à Drancy et au camp de l'Est, on était tellement heureux que tout ce qu'on recevait, c'était comme un cadeau, un toit, un lit, du manger. On prenait soin de nous. Quand on voulait quelque chose, il y avait quelqu'un qu'on pouvait parler avec lui. Nous étions tout simplement très contents d'être en Suisse et en sécurité. Toutes les autres choses ne jouaient pas aucun rôle. Je connaissais bien la Suisse. J'avais été 2 ans dans une école privée à Saint-Moritz en Engadine, entre 14 et 16 ans. J'aimais beaucoup la Suisse. J'avais des parents suisses. Et en tant que Français, à Genève, je me chantais dans un pays qui était presque le mien. Donc, quelque part, j'avais de la tendresse pour ce pays. Et j'avais une reconnaissance d'avoir été accueilli, d'être survivant, au lieu d'être en train de tourner des obus dans une usine allemande, c'est-à-dire faire ce que je n'aimais pas et au péril de ma vie. Ça, ce sentiment, il était resté constant. Et il est resté constant. J'ai une reconnaissance de cet accueil qui, probablement, m'a sauvé. Puis en même temps, une certaine indignation par rapport à ce que je voyais. Je me disais beaucoup, c'est l'armée, c'est pas la Suisse. Quand nous avions l'occasion de traverser Genève, quand nous marchions dans la rue en rang par 2, parce que c'était un rang par 2, 2 gendarmes devant, 2 gendarmes derrière, et puis 40 personnes au milieu, des gens s'approchaient, nous tendaient du chocolat, ou des cigarettes pour les hommes. Il y avait des mots de sympathie de la population. Ils se faisaient repousser brutalement par les gendarmes, avec indignation. Donc je sentais bien que c'était le système militaire qui nous accueillait, qui était comme ça. C'était pas la population. Elle nous montrait sa bienveillance. Donc, si vous voulez, j'avais ces 2 sentiments-là. Est-ce qu'avec le recul du temps, vous vous dites que vous avez eu de la chance? Ah oui, bien sûr. J'avais de la chance, oui. C'est difficile à dire. Je vois la vie comme une... C'est un jeu de chance, n'est-ce pas? Nous avions de la chance, les autres n'ont pas eu la chance. Vous savez, on a été élevés dans la religion qui nous a appris à aimer son prochain, à l'aider dans les difficultés. Et ça, c'était pour nous aussi un signe. Vous et votre mari avez été considérés comme justes par l'État d'Israël. Est-ce que vous avez un sentiment de fierté de ce que vous avez fait? Non, pas du tout. Pas du tout. On n'a fait que notre devoir. À l'époque, il n'y avait pas de sentiment. Il n'y avait qu'une idée de se sauver. Et on espérait que la Suisse va nous aider. On a vu que la Suisse aussi ne nous aide pas. C'est comme tous les autres. Écoutez, quand j'étais au camp, à Rivesaltes et à Gurs, on aurait pu nous libérer. Les Américains, les Anglais, tous auront pu venir. Les Français nous ont donné avec main ouverte, on aurait pu partir. Mais personne ne voulait nous prendre.